Eh bien, bonjour. Merci d'être présent ce soir et de m'offrir cette possibilité de parler des antipolitiques d'Aix. L'intervention, je propose de l'intituler Les antipolitiques et les sections d'Aix, du duo fraternel au duel fratricide. Et au cours de l'intervention, je ferai régulièrement allusion aux travaux de Jacques. Alors, un préalable s'impose, resituer les antipolitiques dans le contexte global de la sociabilité politique révolutionnaire, plus spécifiquement provençale, et dans le contexte politique de la ville d'Aix. Les antipolitiques étaient des cultivateurs et des artisans réunis en club le 1er novembre 1790 à l'initiative d'un curé rouge, homme des Lumières connu notamment pour ses charges anticléricales, l'abbé Rive. C'est d'ailleurs lui qui définit le plus explicitement la philosophie politique du club. Je vous propose un extrait d'une de ses lettres fleuves, donc la Rive. Sommes-nous libres en France, où la liberté dont on nous y flatte n'est-elle qu'un leurre? Si ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut nécessairement expliquer au peuple. Si nous y sommes véritablement libres, nous y sommes égaux, parce que nous y sommes tous hommes, et qu'il n'y a point d'homme qui y soit plus homme qu'un autre. Il ne nous y faut donc que de vrais démagogues et de justes démophiles. Il conviendrait d'ajouter à ceci des principes farouchement anticléricaux, voire anti-religieux. Les antipolitiques s'établirent dans le contexte brûlant des menaces contre-révolutionnaires, en concurrence directe avec le jeune club jacobin de la ville, créé au printemps précédent par des hommes de loi et qui comptait parmi ses membres Jean Esparia, le maire de la cité. Aix était alors un district important, mais également le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône, et ce sur une période de quasiment 3 ans. Le modérantisme des autorités constituées et leur impuissance face aux aristocrates, tandis que, comme le soulignait Michel Vauvel, Nice, Turin et le comte d'Artois sévissaient à proximité, puis tandis que la patrie avait été déclarée en danger, aboutit à l'arrachage, dans l'illégalité, des autorités départementales par les Marseillais, emmenés de force dans la cité phocéenne. Cette rivalité historique et politique entre les deux grandes villes du Midi provençal nourrissait de facto une relation ambivalente entre les antipolitiques d'Aix et les puissants jacobins marseillais. Caractérisée par une sociologie populaire, au moins jusqu'en décembre 1792, les antipolitiques avaient certaines analogies avec le Club des Cordeliers de Paris et obtinrent tardivement l'affiliation de la Grande Société des Amis de la Constitution. Je fais évidemment allusion à celle de Paris. Par ailleurs, leur patriotisme prononcé leur permit d'établir et de contrôler, non sans soubresaut, un puissant réseau constitué à la veille de l'insurrection fédéraliste de 80 sociétés. Nonobstant, au printemps 1793 et à l'instar des difficultés rencontrées par les Jacobins marseillais, les antipolitiques d'Aix étaient chahutées par les sections de la ville. Investie par les modérés, celle-ci allait nouer une alliance avec les notables de la municipalité pour remettre en cause toutes les actions réalisées par le club, armé de la volonté de le renverser. Au-delà de la question de la probable tentative de revanche des modérés, alors j'entends par ce mot des patriotes issus de la notabilité, soucieux d'une application modérée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous propose d'interroger à la fois l'ambivalence des relations entre clubistes et sectionnaires aixois et la nature réelle de leurs différends. Pour tenter d'y répondre, j'analyserai l'évolution de leur rapport de force, de la dépendance des sections à l'autorité du club, dans un premier temps, à leur autonomisation spectaculaire, appuyée par les modérés marseillais. Nous verrons d'ailleurs que le club d'Aix n'est pas étranger à ce processus. Alors, le rapport aux sections, je l'identifie vraiment dans cette évolution du duo fraternel à ce qui me paraît être un duel fratricide. Le 1er septembre 1792, la ville d'Aix vivait un moment de communion patriotique alors que la monarchie avait trébuché aux Tuileries plusieurs semaines auparavant et que la République n'avait pas encore été officiellement proclamée. Le procès-verbal des antipolitiques précise: une députation de la section des Petits Carmes vient
à la société assister à la plantation de l'arbre de la liberté. La société acquiesce à cette demande et délibère d'y assister encore. Célébration de la liberté doublée du rappel par la société populaire qu'elle est une légion de la révolution toujours vigilante. Mais peut-on considérer la société des antipolitiques et la section des petits carmes comme deux entités équivalentes? Si une société populaire est une association privée réunissant des citoyens dans le but de participer à l'exercice démocratique, les attributions électives des sections, c'est-à-dire des fractions du peuple souverain, n'ont pas vocation à en faire ni des auxiliaires des clubs politiques, ni des structures rivales. Elles sont des circonscriptions administratives et par conséquent, n'ont pas un cadre assimilable à celui d'un club politique. Pourtant, s'apprêtaient à advenir deux phénomènes complémentaires et paradoxaux. Les sections d'ex allaient dépasser le cadre de leurs fonctions initiales et elles le devraient pour partie aux antipolitiques. Les sections d'ex, justement. Hop, je vous prie de m'excuser, j'ai un petit souci. Voilà. En février 1790, la ville d'Aix s'était dotée de sa nouvelle administration, avait élu son premier maire et avait procédé à la création de ses 6 sections. L'oratoire, les carmes des chaussées, les grands Augustins, les grands carmes, le collège, à entendre l'ancien collège royal de Bourbon devenu collège national, et le séminaire. Elles étaient réparties sur la ville et sa campagne environnante. L'extrait des registres de délibération du corps municipal détaille avec une grande précision l'organisation du territoire jusqu'au hameau de Puricard, du Jas de Bouffan ou d'Aiguille. Alors là, nous sommes véritablement dans l'arrière-pays aixois, en pleine campagne provençale. Des membres des antipolitiques se retrouvent dans plusieurs sections de la ville. Celle de l'Oratoire a accueilli un local de réunion des clubistes, certes de façon éphémère. Quant à la section du collège, c'est celle du Collège national au nord de la ville, section où siège la société rivale des Amis de la Constitution. Les relations entre antipolitiques et sectionnaires commencent à être régulières dans les sources à partir de la fin décembre 1792. Elles sont très changeantes, d'une ambivalence extrême, et s'il est probable que clubistes et sectionnaires aient voulu, dans un premier temps, présenter un front uni, il semble assuré qu'un jeu de dupes se soit installé. Sans me risquer à une lecture téléologique, il apparaît en tout cas que les premiers ont voulu asseoir une autorité, les seconds ont cherché les moyens d'émerger. Néanmoins, à contrario des phénomènes observés par Laurent Barassard et Alan Forest, le duel en Provence entre clubs et sections ne saurait être réduit à la décision d'accueillir ou de rejeter, je cite Laurent Brassard, la propagande anti-jacobine. Alors tout commence avec les changements de nom des sections ou ce que je me suis risqué à appeler l'adoubement républicain. Ça relève de l'oxymore, mais ça traduit, me semble-t-il, un phénomène un petit peu particulier. Effectivement, il peut être étonnant de se référer à un cérémonial d'Ancien Régime, mais lorsque 3 des 6 sections de la ville se présentent en séance des antipolitiques relativement à leur changement de nom, quelque chose de l'ordre du rituel de passage se joue. L'adhésion accordée par les antipolitiques aux sections confère à ces dernières une dimension particulière. Une étape vient d'être franchie, c'est une arme qui leur a été remise. Certes, l'arme est symbolique, mais la puissance des symboles était constitutive de cette République française naissante. Une députation de la section des Petits Carmes présente donc une pétition ayant obtenu adhésion de l'ensemble des sections. Elle souhaite désormais s'appeler la section des sans-culottes. Les autres suivent, accompagnés en séance par le concierge sous les applaudissements. Le club donne adhésion pour que la section des Augustins soit surnommée section de l'Union. Le rituel d'entrée en salle, de la barrière à la prise de parole en passant par l'accompagnement des commissaires de salle antipolitiques, est analogue à celui qui est mis en place par les clubistes dès qu'un patriote ou une députation de patriotes non membres de la société souhaite prendre la parole en séance des antipolitiques. Le fait exceptionnel réside dans la demande d'adhésion à une délibération qui n'est pas celle d'une société populaire et cette recherche de reconnaissance d'une légitimité par l'autorité morale des clubistes aixois. C'est perceptible le 28 décembre. Le procès-verbal notifie en effet que la section des Grands Carmes, je cite la source,
désire de se dénommer section de l'égalité et demande à la société son adhésion, ce qui a été unanimement délibéré. La section désire, la société consent. C'est d'autant plus marqué lorsque se présente la section du collège, car cette fois-ci, les antipolitiques émettent une réserve d'importance. Tandis que le collège a obtenu des autres circonscriptions adhésion pour s'appeler désormais section de la Révolution. Je cite les antipolitiques, la société y adhère, mais en observant aux députés que cette section n'a pas, dans des occasions importantes, donné des preuves aussi vigoureuses de patriotisme que le nom qu'elle veut prendre indique, et qu'elle ne donne son adhésion que parce qu'elle est persuadée qu'à l'avenir, cette section agira avec plus de force. Déjà, point l'accusation de modérantisme à l'endroit de ces citoyens d'un quartier aisé, celui-là même où siégeait la société rivale des Amis de la Constitution. Accusation probablement anticipée par la section du collège et de ces patriotes de 92 qui a mené subtilement l'adhésion des autres sections de la ville. Et tout aussi subtilement, les antipolitiques glissaient un avertissement. Les 6 sections d'Aix n'entendent plus être limitées à leurs prérogatives initiales, mais ont les velléités d'être des symboles en action de la Révolution. La première section est devenue celle de la liberté, la deuxième celle des sans-culottes, dans laquelle on trouve un chirurgien, un docteur en médecine, des orfèvres, perruquiers. La troisième est la section de l'union, la quatrième celle de l'égalité. La cinquième s'offrait une façade radicale en devenant la section de la Révolution. La sixième, enfin, se nommait désormais la section des piques. Relativement aux sections de Marseille, Jacques Guillaumeau n'évoque rien qui s'apparenterait, du moins me semble-t-il, à la sollicitation de l'autorisation du club. Jacques me corrigera si jamais je fais fausse route. La volonté des antipolitiques de poser une autorité va de pair avec leur volonté de représenter le peuple souverain, d'asseoir leur légitimité de contre-pouvoir radical face à une municipalité jugée de plus en plus modérée. Et je précise que le terme modéré revient de manière assez régulière dans les sources antipolitiques. Flattés par des notables qui jadis les méprisaient, les cultivateurs et artisans du club devaient penser que les assemblées s'en remettaient à leur contrôle. Les sections concernées, justement, obtenaient elles aussi une reconnaissance de légitimité. Elles avaient été adoubées par les patriotes de la première heure, par ceux qui, presque depuis le début de la Révolution, n'avaient eu de cesse de souffler à Aix sur les braises du patriotisme, fait grandir les principes, affronter la contre-révolution, et dont 2 d'entre eux avaient participé directement à la chute de la monarchie, puisqu'ils étaient du bataillon des Marseillais qui combattit aux Tuileries. Mais l'opposition allait s'installer entre antipolitique et sectionnaire, rendant chimérique, comme dans l'espace septentrional, l'union de tous les républicains. Là, je cite Maxime Cassis. Alors, de la permanence des sections à la volonté de les limiter. Le modérantisme municipal contre lequel les antipolitiques s'étaient dressés avait abouti à l'expédition marseillaise du 22 août et au transfert du département dans la cité phocéenne. Les antipolitiques cherchaient alors à contrôler la ville. Au début de l'année 1793, ils exigeaient autant de la municipalité que des sections, pétitionnant à la première à l'effet que les sections soient assemblées demain 7 du courant du mois et que les séances se tiendront depuis 4 heures du soir jusqu'à 8 heures et que le scrutin ne pourra être fermé qu'après 8 heures. Le scrutin concerne-t-il le procès du roi? Si tel est le cas, la délibération serait en pleine contradiction avec celle de la veille refusant l'appel au peuple. Pour autant, ce ne serait pas là la seule contradiction des clubistes. Quelle stratégie avaient les antipolitiques? Était-elle même claire pour eux? Il est permis de se poser la question tant il semble avoir décidé une chose et son contraire relativement à l'appel au peuple ou à la permanence des sections. Ont-ils été dépassés par les événements, ceux-ci prenant un cours qu'ils avaient mal anticipé? Assurément. Alors que le 5 janvier, ils s'adressaient à la Convention nationale pour exhorter les députés à juger le roi sans appel au peuple, le 25, ils pétitionnaient à la municipalité l'exhortant
a assemblé les sections pour, je cite, se prononcer au plus tôt sur l'exécution de la mort de Louis Capet, le 25 janvier. Donc la nouvelle de l'exécution du roi n'est pas encore arrivée à Aix. Dès lors, ils allaient régulièrement chercher l'appui des sections relativement à des délibérations importantes, comme s'ils voulaient s'imposer comme l'alternative pour la représentation des citoyens. D'une certaine manière, ils mettaient en place l'exercice de démocratie directe identifié par Jacques Guillaume dans le cadre des sections marseillaises, mais les antipolitiques en gardaient le contrôle, du moins le pensaient-ils. Dans leur tentative de renverser la municipalité, puisqu'il y a un conflit brutal à ce moment-là entre le club et la municipalité, les antipolitiques avaient obtenu le soutien du district, autorité constituée. Mais ils tentèrent également d'obtenir celui du souverain, je cite, à l'effet de changer tous les notables de la commune et de mettre des citoyens qui méritent la confiance publique. Certes, les antipolitiques faisaient ici appel aux sections dans le cadre de leurs attributions, mais les clubistes s'apprêtaient à ouvrir la boîte de Pandore. Désormais, il ne s'agirait plus de se contenter d'assemblées ponctuelles, puisqu'ils pétitionnaient au district et à la municipalité pour convoquer la permanence des sections dans la plus grande surveillance pour découvrir et détruire toutes les factions qui pourraient s'apercevoir. Ici et précocement, il y a une analogie avec le contexte sédanais étudié par Maxime Cassis, à ceci près que dans les Ardennes, ce sont les sections elles-mêmes qui se déclarent permanentes le 14 juillet. Les antipolitiques ambitionnaient d'exercer dans les assemblées sectionnaires cette mission de vigilance qui les caractérisait, constitutive d'une politique de salut public. Mais cette décision n'avait pas été le fruit d'une délibération apaisée. Au sein de la société populaire, des antipolitiques avaient perçu que la permanence serait le point de départ d'un conflit entre citoyens. Ainsi, le clubiste Vaucel déclara au juge de paix le 21 avril 1793. Ayant entendu dire que le projet des sections était de dissoudre la société, on fit la motion de tenir les sections permanentes. Je m'y opposais en donnant pour motif que les patriotes ne pouvaient pas se partager, qu'il fallait suivre l'exemple de nos frères de Marseille, qui avaient fixé les jours de séance de leur section, que le club, en conséquence, ne s'assemblait pas ces jours-là, et par ce moyen, les patriotes pouvaient être partout. Nonobstant, les antipolitiques considéraient dans leur majorité que les sections permanentes, il serait mieux à même de débusquer les modérés qui menaçaient les patriotes, modérés qui, à Sedan, tenaient aussi les sections. D'ailleurs, dans la même pétition, les antipolitiques demandaient que la commune donne un logement à leur frère Michel et à sa famille pour que sa personne soit en sûreté. Mais les sections n'étaient pas les corps constitués qui peinaient à faire face à la pression de la société populaire. Elles allaient s'engouffrer dans la brèche ouverte et débouter, je cite, les intrigants. Jacques Guillaume écrit à ce propos que la désignation d'intrigants concerne essentiellement les dirigeants jacobins. J'ai tronqué la citation, Jacques. Les sections pensaient-elles que les clubistes les percevaient comme des auxiliaires, légitimant davantage encore une forme d'institutionnalisation, ou avait-elle un autre dessein? Là réside, me semble-t-il, un non-dit de taille. Et la première des confusions est instillée par des clubistes, comme l'atteste la déclaration de Vaucel. Un membre combattit mon opinion en disant que les meilleures sociétés étaient les sections. Les sections se saisirent de cette possibilité et leur passage au club donna la sensation à ses membres que les sectionnaires s'inscrivaient dans une forme de gratitude à leur endroit. Modérés des sections et modérés de la commune se voyaient offrir par la société populaire le pont qui les lierait. Le 6 avril, deux sections remerciaient les antipolitiques de leur délibération quant à la permanence, l'égalité soulignant pour découvrir les intrigants. La section des sans-culottes venait également annoncer que des remerciements aux antipolitiques avaient été votés pour le même motif. À l'égalité, on avait pétitionné de faire une clochette pour chaque section. Ainsi, elles ne pensaient pas isolément les unes des autres. Et une carte pour chaque membre de la section, avec le numéro de sa maison. En somme, on propose une carte de membre, comme dans un club politique.
Les antipolitiques prétextaient que la pétition n'était pas signée pour passer à l'ordre du jour. Tout comme la proposition d'amendement des PIC le 7 avril de faire nommer les députés par les sections. En fin de séance, une seconde députation des sans-culottes venait, je cite, faire part d'une délibération pour s'assembler ce soir et demain matin. Ce soir et matin, pardon. Les antipolitiques comprennent ce qui est en train de se passer. Non seulement ils ne contrôlent pas les assemblées sectionnaires, mais en plus celles-ci, aux mains des modérés, empiètent sur le terrain politique et concurrencent la société populaire. Aix est encore en anticipation d'une configuration septentrionale, Maxime Cassis identifiant l'apparition à Lille, fin mai 1793, de tensions entre, je cite, deux réseaux concurrents. Aussi, le 9 avril, alors que la section aixoise des sans-culottes vient de demander adhésion à une délibération sur le désarmement des suspects, adhésion accordée, la société fait la motion de demander à la municipalité qu'elle invita les sections à ne s'assembler que le dimanche, le matin et le jeudi, parce que ce jour-là, ces jours-là, la société ne s'assemble pas. En réalité, les réunions antipolitiques sont quotidiennes. Mais voilà que celle des sections devenait parallèle à celle du club. De surcroît, alors même que les antipolitiques sont en train de croiser le fer avec la municipalité, ils lui demandent d'intercéder en leur faveur et de renier ce qu'elle a décrété. Pourtant, la municipalité, qui espère encore que sa négociation avec le club aboutisse, répond favorablement à la demande. Les antipolitiques, qui avaient joué la carte de la légitimation par les sections pour marcher contre la municipalité, essayaient désormais de légitimer leur invitation aux sections à ne plus s'assembler quotidiennement grâce à l'appui de la municipalité. La stratégie grossière n'avait aucune chance d'aboutir. En envoyant la pétition aux sections pour les inviter à se rendre à l'intention de la municipalité et de la société, ils incitaient purement et simplement les sections à se retourner contre eux en s'associant avec le corps municipal. Néanmoins, le 12 avril 1793, une députation des membres du directoire du district et de la municipalité, dans le nombre desquels Ferrand, en membre des antipolitiques, en était, il est monté à la tribune pour faire part de tout le bon travail que les sections font journellement pour voler au secours de la patrie, en faisant observer qu'il serait à propos que tous les membres fréquentassent les sections, qu'encourageassent la société, une heure déterminée et fixe pour l'heure de la société afin que tous les membres se trouvent aux sections et après la séance de la société. Ce 12 avril est un point de bascule pour les antipolitiques. Tandis qu'ils étaient fragilisés, la municipalité avait jusque-là tenu bon, la délibération finissait de les discréditer alors qu'ils avaient déjà perdu de leur popularité, ils étaient compromis dans des pendaisons au début de l'hiver. Et de surcroît, l'orateur semble dire que les antipolitiques désertent les assemblées sectionnaires dont ils avaient pétitionné la permanence pour débusquer les intrigants. Mais comment exercer un quelconque contrôle en n'assistant pas ou peu aux assemblées? Michel Vauvel a par ailleurs relevé la même contradiction à Marseille, soulignant la modestie de l'engagement des Jacobins dans l'activité sectionnaire. Il écrit: sur 120 parcours individuels analysés, 30 Jacobins, soit le quart, n'ont fait apparemment qu'une visite dans leur section. 21, soit 17,5% entre 8 et 20, 7 seulement, 6%, ont été véritablement assidus. Fin de citation. Comprenons que la tenue des assemblées de sections parallèlement à celle des antipolitiques prive ces derniers d'un public qui, peut-être, cherche une alternative à l'omniprésence du club. Je précise que Michel Vauvel parle de la dictature du club. Peut-être aussi y a-t-il un absentéisme à l'avantage des sections, un absentéisme au sein du club. Ce duel entre antipolitique et sectionnaire aixois est analogue aux affrontements à Sedan, en juillet, entre jacobins et modérés. Maxime Cassis soulignant que les seconds, je cite, s'engagent dans la reconquête du pouvoir local, dans un combat qui fait rage. Ajoutons qu'alors que les antipolitiques ont demandé à ce qu'on limitât les assemblées sectionnaires, on leur répondit
leur faudrait adapter leurs horaires de réunion à ceux des sections. Enfin, et cela est une illustration spectaculaire des rapports de force et des divisions au sein de la société populaire, tout ceci est annoncé par l'organe du juge de paix Ferrand, antipolitique éminent. La proposition mise aux voix, nous dit la source antipolitique, il a été délibéré unanimement que la séance de la société ne s'ouvrira demain qu'à 8 heures précises, c'est-à-dire après les délibérations sectionnaires. La société populaire a déjà perdu son duel avec les sections. Pourtant, 3 jours plus tard, soit le 15 avril 1793, elle se livre à un nouveau revirement. Elle tente un coup de force autoritaire avec l'énergie du désespoir. Dire aux sections que le dessein de la société est qu'elles ne se rassemblent que le dimanche et le jeudi de chaque semaine. Pour cela, elle débute un bataillon de 12 commissaires, dont la plupart sont des antipolitiques de premier plan. Figuière, Brunache-Fils, Arbeau, le peintre Gibelin, notable aixois, Michel, officier municipal, André, sot. Les sections, en position de force et sachant probablement que les antipolitiques se déchirent, ne cèdent pas. De leur point de vue, elles exercent de plein droit la souveraineté populaire. Les sectionnaires aixois tiennent donc la même ligne que les Marseillais. Jacques Guillaumeau souligne que, je cite, le 23 avril, la section 7 s'insurge contre les intrigants qui répandent l'idée que les sections ne doivent point être permanentes. Cette attaque vise autant les jacobins radicaux que les représentants en mission. Fin de citation. Les antipolitiques, eux, s'acharnent. Alors qu'ils ont appris le 18 avril que la section de l'égalité a expulsé de son sein les citoyens désarmés, parmi lesquels des antipolitiques, le citoyen Réverdy demande qu'on fasse exécuter la délibération relative à la fixation des séances des assemblées de section. La non-exécution de la délibération par la municipalité, qui feint alors l'ignorance, démontre qu'elle a définitivement pris le parti des sections. Elle agit donc à rebours de ce que feraient les autorités constituées axonaises au début du soulèvement des sections, 2 mois plus tard, Laurent Brassard indiquant même que celui-ci fut géré avec modération. C'est le seul moyen pour les modérés au pouvoir à Aix d'échapper aux pressions politiques de la société populaire. Société populaire qui en était venue à un tel état d'exaspération, consciente que sa survie même était en jeu, qu'elle allait réclamer le 19 avril 1793 que pétition soit faite de suite à la municipalité pour que les sections ne s'assemblent plus, afin de ramener la paix et la tranquillité populaire, et de même pétition au commissaire de la Convention nationale. Réitération faite en fin de séance, les commissaires du club accompagnant même le concierge de la section des sans-culottes qui avait annoncé avec une cloche la réunion de son assemblée. Provocation ultime. La fermeture des sections fut décrétée par Bayle et Boissé, donc les représentants en mission, Bayle étant même reconnu comme membre du club, mais ne fut pas suivi d'effet. Pour les antipolitiques, il était désormais trop tard. Les sections s'étaient émancipées de leur emprise. Oui, les sections s'autonomisent. Jacques Guillaumeau relève qu'au printemps 1793 à Marseille, je cite, « En quelques jours, non seulement les sections ont acquis leur autonomie politique face aux représentants en mission, mais elles disposent d'une section leader. » Une autonomie sectionnaire observée également par Michel Biard et Pascal Dupuis relativement à la configuration nationale. La configuration aixoise est analogue au schéma marseillais à ceci près que nous n'identifions pas de leader parmi les sections. Elle semble fonctionner de manière parfaitement coordonnée, submergeant la société populaire de délibérations diverses, offrant un front uni et une tactique opérationnelle manipulaire, c'est-à-dire toujours en mouvement, chacune prenant le relais de l'autre, sans que l'une ne dirige les opérations, du moins me semble-t-il. La première tentative d'autonomisation à Aix était symbolique. Elle venait, souvenons-nous, de la section de l'égalité qui désirait réaliser le 6 avril des cartes pour ses membres. Mais le lendemain, la section des sans-culottes prenait une délibération qui ouvrait la porte des assemblées sur un terrain foncièrement politique assimilable à une mesure de salut public.
Je cite le procès-verbal des antipolitiques. Une députation de la section des sans-culottes fait part à la société d'une délibération tendant à faire fermer les cafés, cabanons à 10 heures. Les antipolitiques, pourtant en première ligne dans la surveillance des suspects et l'exécution de mesures d'exception, n'avaient jamais envisagé une telle restriction. Aussi, allait-il opposer une fin de non-recevoir, soulignant que sous l'Ancien Régime, aucune restriction de cet ordre n'avait jamais existé et que les cafés fermaient alors à 11 heures. Cela les met en plus dans une situation de contradiction, puisque ce type de délibération ne relevait pas des prérogatives des assemblées sectionnaires, dont ils avaient demandé la permanence 4 jours plus tôt. Le 8 avril, c'était au tour des sections de l'égalité, des piques et de la Révolution d'y aller de leurs mesures. L'orateur de la section de l'égalité dit qu'ils ont délibéré de faire une adresse à la Convention nationale pour qu'il fasse quelques gratifications à la ville d'Aix, ainsi qu'elle a fait à diverses villes de la République. De plus que 2 commissaires de chaque section de la ville se rassembleraient le matin pour se rendre compte, les unes les autres, des délibérations dans chaque section respective. Il était donc question de s'adresser directement aux législateurs, mais de surcroît, la section de l'égalité disait de manière à peine voilée que les sections étaient en train de se coordonner et de se doter d'une structure pour le faire. Les antipolitiques, toujours chevillés à cette tentative de contrôle des assemblées, lui répondaient à contretemps que 6 commissaires se transporteraient demain auprès des sections pour leur faire part que quand ils nous feront part de quelques délibérations, ils veuillent bien nous les mettre par écrit. Quant à la deuxième députation de l'égalité, elle concernait la succursale de Saint-Jean qui demande qu'il y soit donné le titre de paroisse, ajourné à demain. Le verdict était cette fois-ci lapidaire. Les députations de l'égalité avaient été précédées par celle des piques, laquelle avait fait part d'une délibération forte, l'organisation d'un tribunal populaire. Je cite, « L'Assemblée des antipolitiques se réserve de mettre l'adhésion à cette délibération après un ajournement. Les piques font part, les antipolitiques ajournent. La section de la Révolution, quant à elle, avait été plus loin dans ses propositions du 8 avril. Non seulement la section de la Révolution réclamait à son tour des cartes pour les sectionnaires, délibérait relativement à la maison publique, mais en plus, elle délibérait l'établissement d'un comité central. Il est fort probable que ce comité central des sections aurait la fonction de coordonner leurs assemblées et leurs actions. Les sections marseillaises œuvraient dans la même direction, Jacques Guillaumeau y voyant, je cite, un exercice quotidien de la démocratie pure. Le comité, organisé en bureau, prenant peu à peu la place du comité central de surveillance. Fin de citation. Les antipolitiques mettent à l'ordre du jour du lendemain leur réponse. Nul doute que ce 8 avril ait été celui de la prise de conscience de l'autonomisation en cours des sections. Les antipolitiques n'allaient cesser de s'attaquer frontalement au projet de comité central des sections. Il convenait tout d'abord d'essayer de s'appuyer sur la municipalité, l'invitant à ne point donner son adhésion à la formation d'un comité central des sections et de mettre à exécution la loi du 27 mars 1793 qui met hors de la loi les aristocrates et les ennemis de la Révolution. Ici, on assimile déjà modérés et contre-révolutionnaires. La motion était délibérée alors que l'on parlait des factieux qui menaçaient la République une et indivisible. N'ayant pas obtenu de réponse de la municipalité dans la journée, ce qui est en soi une réponse, les clubistes réitéraient la démarche en essayant de forcer la main des élus dans la soirée. Envoyer des commissaires à la municipalité pour prendre la réponse du comité central relatif à notre pétition d'aujourd'hui afin que ce comité central n'ait pas lieu. Face à ce club trop oppressant pour eux, les élus aixois agissent dans le sens parfaitement contraire à celui des élus de Soissons, dont Laurent Brassard remarque qu'il pétitionne au département de l'Aisne à la fin du printemps 1793, je cite,
pour mettre en échec les coalitions et systèmes de fédéralisme. La municipalité aixoise désormais liée aux sections, les anti-politiques tentèrent de briser le comité en convoquant la loi. En effet, un membre demandait le 9 mai qu'il soit dénoncé se fondant sur l'illégalité de sa formation. Le positionnement est analogue à celui, fin mai, des patriotes prononcés ardennais sur fond d'antagonismes sociaux, le bachelier Mogg exigeant, en vain, écrit Maxime Cassis, la dissolution d'une assemblée des modérés qu'il jugeait, je cite, illégale et clandestine. La société d'Aix entendait alors consacrer sa séance du lendemain sur ce seul objet. Les sections avaient tenté une conciliation le 5 mai. Cherchait-elle à les associer véritablement à ce comité central ou à phagocyter le club en accentuant les divisions internes? Toujours est-il qu'elle firent une démonstration spectaculaire analogue à celle abondamment pratiquée par les antipolitiques. La pétition. En l'occurrence, en députant en séance un bataillon de commissaires. La députation des 6 sections dépose sur le bureau une délibération par laquelle elle invite la société de nommer 2 membres pour être adjoints au comité central dit de sûreté. On discute sur cette proposition. Divers proposent de ne pas adopter cette proposition. Délibère que la société n'admettrait pas son vœu à cette proposition en ayant reconnu son inutilité. La précision dans la source quant à la discussion, l'indication divers propose, l'absence des mots à l'unanimité à l'issue d'une délibération aussi importante indique que les sociétaires sont divisés. Certains membres ont-ils basculé? Michel Vauvel s'interroge relativement aux Jacobins marseillais. Il écrit « Ces militants assidus, de quelle trempe sont-ils et, pour tout dire, de quel côté? Ultimes résistants à la tentation fédéraliste ou en train de virer eux-mêmes ?» Fin de citation. Les antipolitiques récalcitrants ne s'opposent pas à ce comité de sûreté par une quelconque hybris qui les aurait amenés à considérer que seuls sont garants de la lutte contre l'aristocratie, mais parce qu'ils sont convaincus, à l'instar des Jacobins marseillais, qu'il est une arme contre les patriotes, comme le démontre leur délibération du 7 mai 1793, quand, je cite, « une députation de la section de la Liberté est introduite et dépose sur le bureau une adresse que le comité central de section a soumise aux sections pour leur donner leur adhésion. Cette adresse contient des, alors le mot sur la source est illisible, contre les patriotes de 1789. En un mot, c'est un libelle scandaleux. La société voue, alors là encore c'est illisible, peut-être aux gémonies, le plus vil, une adresse aussi incendiaire. Le cri d'alarme du jacobin marseillais Izoard, quant à 92 qui a voulu attaquer 89, avait donc été compris et réinvesti à bon compte par les antipolitiques d'Aix, farouchement engagés et à l'unanimité le 7 mai contre l'organe de la coordination des, je cite, patriotes aixois du 10 août. Cette coordination était d'autant plus réalisable que chaque section semblait capable de s'organiser à la manière de la société populaire. La section de l'Union vient annoncer qu'ils ont fait un comité permanent et ils offrent en même temps leur fortune et leur vie et jurent de ne jamais démentir le vœu de leur cœur. C'est un langage très clubiste. Les sections d'Aix avaient véritablement changé de nature, se substituant de plus en plus à la société populaire et tentant probablement de réaliser ce que les assemblées marseillaises réalisaient elles-mêmes. Accusant les clubistes phocéens d'être des intrigants, ayant promu l'anarchie et le despotisme, elles assument, nous dit Jacques Guillaumou, je cite, « le rôle de la société républicaine ». Alors les antipolitiques ont-ils cherché à se rapprocher des sections de Marseille? Après une déchirure, la société d'Aix se régénère une première fois le 28 avril 1793. Dès lors s'installe un basculement, certes éphémère mais significatif. En effet, le club entre directement en contact avec les sections de Marseille.
Les opérations avaient en réalité été amorcées le 31 mars, alors que rien ne semblait encore opposer clubistes et sectionnaires aixois, mais tandis que le club de la rue Tubano, donc à Marseille, était déjà aux prises avec les sections marseillaises. Les antipolitiques avaient envoyé une adresse aux 24 sections de Marseille, à leurs affiliés, et affiché dans la ville à l'effet de tranquilliser les citoyens de Marseille sur les mesures perfides qu'ont exercé les intrigants et les factieux de leur ville. Les antipolitiques avaient-ils cherché à établir un lien direct avec les sections marseillaises pour s'émanciper du club marseillais et le fragiliser? En Provence, comme dans les Ardennes, les rivalités et considérations locales nourrissent les luttes de pouvoir. Prenaient-ils, les antipolitiques, consciemment le pas sur les sections aixoises? Si tel était le cas, cela s'avéra inefficace car la fragilisation des Jacobins marseillais au profit des sectionnaires encouragea les assemblées aixoises. En effet, dès début avril, elles avaient à leur tour établi la connexion avec les sections de Marseille, demandant tout de même aux antipolitiques le 8, via la section de l'Union, un commissaire pour se joindre à ceux des assemblées sectionnaires pour porter une lettre à Marseille. La société passe à l'ordre du jour jusqu'à l'écriture de la lettre. Le lendemain, pensant conserver le contrôle, elle y adhère finalement. Nous ne savons rien de cette adresse. Mais les sections aixoises, désormais liées aux Marseillaises, vont plus loin et tentent de phagocyter le club qui a déjà demandé la limitation des assemblées de la cité. Ainsi, le 11 avril, une députation d'EPIC demande à ce qu'une adresse à la Convention soit envoyée aux sections de Marseille et aux corps administratifs. La société passe à l'ordre du jour. Ce n'est qu'après régénération du club que le ton change et emprunte les accents des modérés marseillais qui triomphent des représentants en mission. Ainsi, on nomme le 28 avril 1793 12 commissaires pour se porter le lendemain matin chez les commissaires des sections de Marseille qui se trouvent dans ce moment dans notre cité pour leur témoigner les sentiments d'union et de fraternité que nous avons pour les 24 sections de Marseille en leur assurant l'amitié la plus intime et leur communiquer nos vœux sincères relativement aux sections de notre cité. Des modérés auraient-ils pris la société populaire? Une société renaissante qui se revendique de la montagne, un bureau nouvellement élu qui compte Figuière, Brunache, Lantelme, lesquels ne sont pas les éléments les plus modérés du club, ou encore Réverdy qui, un mois auparavant, jour pour jour, réclamait l'exécution de la délibération relativement à la limitation des séances. Et si les antipolitiques tentaient de se rapprocher des sections de Marseille pour qu'elles intercèdent en leur faveur auprès des sections d'Aix? La médiation extérieure pour tenter de survivre. Le 29 avril, alors que les antipolitiques ont des tensions avec les Jacobins marseillais, le pont avec les sections marseillaises, dont on affirme le républicanisme, est franchi. Mais cet appel à l'union et la fraternité entre, je cite, véritables républicains, n'est pas désintéressé, puisque l'on délibère vouloir effacer jusqu'à la moindre trace de dissension, tant pour le passé que pour l'avenir. De demander l'adhésion des sections et de nos braves frères de Marseille, alors il ne s'agit pas des Jacobins, mais des sectionnaires, pour rendre la liberté aux à deux citoyens retenus en prison. Il s'agit bien de prouver que la société populaire est dans les bons principes, notamment relativement à la liberté des citoyens, et à partir de là, solliciter l'élargissement de deux prisonniers. De surcroît, alors que le rapport de force est pour l'heure à l'avantage des sections, il faut faire oublier les pendaisons de l'hiver, les mesures d'exception et surtout l'hostilité à l'encontre des sectionnaires aixois sur la base d'une opposition qui fut frontale relativement aux exigences des clubistes d'encadrement des prix et en taxant les sectionnaires et les corps constitués de modérantisme. Ici encore, les antipolitiques ont, à l'instar des patriotes ardennais, dont certains siégeaient au comité de salut public du département, exercé, je cite Maxime Cassis, des menaces à l'encontre des citoyens riches. La réaction des autorités modérées est donc crainte. La société d'Aix demande donc le 29 avril à jeter un voile salutaire sur tous les objets de dissension et assure vouloir maintenir la liberté,
l'obéissance aux lois et faire respecter les personnes et les propriétés, sauf les droits envers ceux contre qui on pourrait prouver d'être allés à main armée exiger des contributions forcées. La mise en accusation et la menace de poursuite des personnes ayant exigé des contributions forcées est indirectement un désaveu de la politique des Jacobins marseillais et une main tendue aux sectionnaires de la cité phocéenne. Le déroulement de la séance du 29 avril 1793, où l'orateur des sectionnaires marseillais et le président des antipolitiques échangent, je cite, des vues de paix et de fraternité, où Aixois et Marseillais s'unissent par le baiser de paix, laisse transparaître l'illusion de ne faire désormais qu'un peuple de frères et par ce moyen apporter aux ennemis de la patrie un rempart formidable. Les antipolitiques éprouvaient là la force de conviction des sectionnaires marseillais, décidés d'oublier pour toujours les divisions passées, pour ne s'occuper désormais qu'à venir au secours de la République. Après la détermination manifestée contre les sections aixoises, cette flagornerie à l'endroit des sections marseillaises peut déconcerter. S'agirait-il, comme dans les Ardennes, de la manifestation de, je cite, l'espoir de l'union de tous les républicains face aux menaces contre-révolutionnaires? Cela allait durer à Aix près de 10 jours. Pourtant, l'analyse des sources nous pousse à interroger la sincérité de la démarche ou au moins l'unanimité au sein de la société, même après régénération. Effectivement, derrière cette conciliation de façade avec les sectionnaires marseillais, l'hostilité à l'encontre des sections d'Aix demeurait intacte. En réalité, les antipolitiques n'ont rien perdu de leur radicalité. Le 3 mai, ils travaillent à l'élaboration d'un bataillon et à l'armement des patriotes. On trouve alors comme commissaires notamment Lantelme et Brunache, qui sont des antipolitiques particulièrement radicaux. Quant aux sectionnaires aixois, prendraient-ils acte d'une réconciliation possible avec les antipolitiques, comme pourrait le laisser penser l'invitation de la section de la Révolution, le 3 mai justement, à réunir les commissaires des deux entités pour inviter les Marseillais, les sectionnaires marseillais, à assister à une fête civique le lundi suivant. Ou se livreraient-ils aussi à un jeu de dupes? Ont-ils réellement intérêt à offrir ce front commun ou veulent-ils se servir du club pour appuyer un projet qui leur est propre? Pis, les sectionnaires marseillais ont-ils cherché à adoucir les clubistes avant de laisser les sections d'Aix s'abattre sur eux, comme ils le font à Marseille? Il semblerait que les arrière-pensées ne soient pas l'exclusive des antipolitiques, ce qui n'est pas de bon augure pour sceller une paix dont on a pourtant juré qu'on la désirait ardemment, comme le suggère l'interrogation des clubistes, le 3 mai encore, relativement à une lettre de Marseille à l'attention des sections aixoises. C'est par ailleurs le 3 mai, toujours, que les antipolitiques discutent de la situation de leurs frères, les Jacobins de Marseille, se divisant sur l'attitude à adopter. Ils semblent avoir choisi, le 6 mai, à l'unanimité, lorsqu'une députation de la section de l'Union leur demande 4 commissaires pour voter des remerciements à leurs frères les sectionnaires de Marseille et leur jurer une union intime. Pourtant, la veille, une longue discussion avait encore animé la séance de la Société populaire. Alors qu'une délibération des sections leur demandait de nommer une députation à l'effet de participer à la fête civique en l'honneur des sectionnaires marseillais, ils refusaient cette fois-ci. La discussion avait été longue, ce qui atteste une fois de plus les désaccords internes et explique les revirements réguliers, et la société avait nommé 10 commissaires auprès des Marseillais pour justifier son absence. Il devait leur déclarer son intention relative au comité central et qu'elle ne peut assister à cette fête tandis que l'union la plus parfaite ne régnera pas parmi eux. Les antipolitiques n'avaient donc jamais renoncé à anéantir ce projet de comité central de section. Ils avaient simplement changé de stratégie, peut-être au gré d'un changement de majorité en interne. La société ne participerait pas à cette fête. Mais la société devait se raviser, encore. Suite au rapport des commissaires le 5 mai sur la sensibilité témoignée par les sectionnaires quant au refus des antipolitiques, il a été définitivement délibéré que la société prendrait part à la fête par une députation de 8 membres et de suite des commissaires ont été envoyés auprès de nos frères de Marseille pour leur manifester notre résolution.
Ici, deux éléments sont capitaux. D'abord, le poids des mots. L'adverbe définitivement clôture sans appel la discussion. Le message adressé aux membres hostiles au rapprochement avec les sectionnaires ne laisse planer aucune ambiguïté. Par ailleurs, les antipolitiques sont résolus à participer à la fête. Je n'ai jamais lu auparavant dans les sources le mot résolution. La société a adopté un compromis. Non seulement elle ne participerait pas encore à la fête civique en l'honneur des sectionnaires marseillais, mais en plus, elle ne députe que 8 commissaires, ce qui, pour une occasion de cet ordre, est purement symbolique et est moins que le nombre de commissaires qu'elle a députés pour signifier le refus initial. Ces 5 estimés ont été un ultime soubresaut d'une alliance bancale et qui, au vu du contexte provençal en général et aixois en particulier, au vu de l'essence foncièrement radicale de cette société populaire, ne pouvait qu'aboutir à l'échec et à la marginalisation des jacobins sectionnaires, j'emprunte l'expression à Michel Vauvel, quand bien même ils ne l'eussent été que de circonstance. La députation des sections de Marseille et Aix auprès de la Convention ne devait pas y être étrangère. Ici, je fais allusion à la députation des 32 sections traitées par Jacques. Le 7 mai, cette union chimérique volait en éclats, les antipolitiques refusant catégoriquement aux sans-culottes d'adjoindre 2 commissaires à ceux des sections pour accompagner les Marseillais. Nonobstant, un membre se risquait encore le 12 mai, à moins qu'une assemblée extraordinaire, je vous prie de m'excuser, j'ai sauté une ligne. Un membre se risquait encore le 12 mai à une ultime tentative de conciliation ou une velléité illusoire de contrôle. Il proposait rien moins qu'une assemblée extraordinaire à 3 heures le lendemain, afin d'inviter tous les membres à aller dans les sections pour assister à la nomination des commissaires que les sections envoient à Paris. L'Assemblée délibère l'ordre du jour. La rupture était consommée. Au final, les divisions internes eurent raison de la force de frappe de la société et l'offrirent au coup de taille des modérés. Tout d'abord, relativement au comité central des sections, mis en accusation par les antipolitiques le 8 mai 1793, une démarche jugée incivique par les sectionnaires, qui aboutit à la désolidarisation de clubistes de leur bureau. La société allant jusqu'à écrire à ses affiliés le 15 mai que nous étions dans l'erreur et que nous désavouons notre lettre du 8 mai. Ensuite, toujours en mai, lorsque les sections privent les canonniers de la clé de la poudrière, remise à leur comité central. À l'instar de la Société de Lille, qui voit à l'été 1793 les soldats l'intégrer massivement, affirme Maxime Cassis, les canonniers étaient nombreux aux antipolitiques et cette délibération sectionnaire avait soulevé leur indignation. En effet, elle faisait suite à une pétition de plusieurs sections tendant à faire désarmer ceux qui avaient contribué au désarmement des personnes suspectes et de faire réarmer ces dernières. Le 26 mai, la compagnie des piques de la section de l'égalité procédait même au désarmement d'un antipolitique. Néanmoins, les clubistes furent balayés dans la passe d'armes autour de la clé de la poudrière, les sections prenant l'initiative d'un compromis. Le 14 mai, en effet, elle confiait à Michel les clés de la poudrière et demandait son agrément à la société, qui l'acclama. Mais voilà, Michel était un antipolitique modéré qui avait été placé sous la protection de la très modérée section de la Révolution un mois plus tôt et qui, de surcroît, était officier municipal. Enfin, Ferrand avait réclamé le 21 avril la déchéance de Leroy, commandant de la garde nationale d'Aix et membre de la Société, comme Ferrand. Leroy est l'archétype de ce que Michel Vauvel appelle le jacobin sectionnaire. Il avait demandé, à la tête d'une députation de l'égalité, que la municipalité mît à exécution les mandats d'arrêt contre les pendeurs de l'hiver. Et ces pendeurs étaient antipolitiques. La dénonciation de Leroy, à qui l'on nota son diplôme le 22 avril, déchira la société. Des clubistes, en accord avec sa démarche, furent accusés d'avoir dénoncé des patriotes.
J'en arrive donc à ma conclusion. Nous comprendrons que le duel auquel nous avons assisté ne pouvait pas être limité à une opposition entre clubistes et sectionnaires, calquée trait pour trait sur la configuration nationale. En Provence, les lignes étaient plus brouillées. Néanmoins, nous ne pouvons pas non plus effacer d'un trait de plume cette configuration, car nous assistons aussi à une confrontation de perceptions entre patriotes, entre républicains. D'ailleurs, avant l'animé, deux sections avaient pris l'initiative d'une adresse à la Convention réclamant une constitution républicaine et demandé l'adhésion de la société populaire. Société populaire et section ne s'affrontaient pas pour ou contre la République, mais pour définir la nature de cette République, spécifiquement à un domaine particulier. Effectivement, tandis que modérés et, disons, radicaux faisaient converger leurs forces contre les aristocrates, contre le fanatisme religieux, ils se déchiraient sur la question de l'économie. Les sectionnaires entendaient circonscrire la déclaration de 1789 à la reconnaissance légale des droits politiques, s'inclinant devant la liberté absolue de commerce, tandis que les antipolitiques, qui voyaient dans les hommes politiques des intrigants au service de leur intérêt propre, estimaient que l'exercice du pouvoir devait être démocratique et garantir à tout un chacun son droit à l'existence. Effectivement, dans leur adresse du 5 mai 1793 aux sociétés affiliées, je rappelle qu'elles sont 80, les antipolitiques soulignant que, je cite, l'énergie des sociétés populaires avait terrassé, je cite encore, la classe privilégiée des nobles et, je cite toujours, établi la République sur les bases sacrées de l'égalité et de la liberté. Mettez en garde contre, c'est toujours une citation, une classe plus dangereuse. Je cite textuellement, cette classe est celle des capitalistes. Ce propos tranché ne doit pas cacher les successions de crises et les fractures de la fraternité entre clubistes, et qui finirent de les balayer. Les antipolitiques d'Aix, désarçonnés, agonisent à terre. Les sections n'ont qu'à donner le coup de grâce. C'est chose faite le 18 juin 1793. Il n'y eut même pas de séance. Sur le procès-verbal, on ne lit que ces quelques mots. Registre concernant 27 et demi feuillets, paraphé le 8 juin 1793, l'an second de la République. Sous la signature, il est simplement écrit commissaire de la section numéro 6. 5 jours après celle de Marseille, la Société populaire est fermée. À la veille de l'insurrection fédéraliste à Aix, les sections ont triomphé. Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste pour cette communication qui, moi, me pose tout un tas de problèmes. Je vais profiter de ma position de président pour dire quelques mots. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas mis le nez dans l'historiographie ou les sources euh, de, de cette question, et en particulier sur le fameux fédéralisme jacobin euh, auquel Jacques Guillaumeau s'était consacré. Euh, Moi, l'impression que j'ai, mais alors vous me dites, vous m'arrêtez si je dis des énormités, hein, parce qu'encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de ce côté-là. J'ai vraiment l'impression quand même que dans ce printemps 1793, on a une Absolument. pré-offensive fédéraliste qui, qui visiblement ne touche pas que la Provence, puisqu'on en retrouve d'autres éléments, alors certes dans d'autres configurations, mais on en retrouve d'autres éléments comme tu as indiqué dans le Nord, dans les Ardennes. Il faudrait voir aussi sans doute ce qui se passe en Normandie, c'est-à-dire les futurs centres, épicentres de la révolte fédéraliste. Euh, mais ton travail montre à quel point la question du fédéralisme, contrairement à ce qu'écrit par exemple Anne de Mathan, n'est pas simplement une espèce d'insulte des montagnards à l'égard des Girondins, mais c'est quelque chose qui relève du problème
relatif à l'expression de la souveraineté populaire, puisque le comité central des sections, visiblement, à Marseille, alors là encore, si c'est une bêtise, tu m'arrêtes, Jacques, ce comité central a visiblement préparé d'une certaine manière la crise fédéraliste à tel point que Bayle ferme les sections. Alors voilà, mes questions sont un peu embrouillées, je m'en excuse, mais je ne demande qu'à être éclairé par les deux spécialistes que nous avons, que sont Oui, Jacques et Jean-Baptiste. oui, je peux Alors je vais donner la intervenir. parole à Jacques s'il veut la prendre. Oui, tout à fait. Alors, dans mon travail sur Marseille républicaine, qui commence un peu à dater, puisqu'il est pas très récent, même si j'ai continué certains aspects jusqu'à aujourd'hui, je distingue bien la notion de fédéralisme. Elle procède aussi bien du fédéralisme sectionnaire que du fédéralisme jacobin. C'est-à-dire, dans mon livre, Mm. j'identifie euh, deux sortes de fédéralisme, ce qui a été décrit présentement à propos d'Aix, et où on voit bien la complexité de ce fédéralisme sectionnaire à Aix et le fédéralisme jacobin. Et curieusement, même si la réaction contre les sectionnaires marseillais et aixois a été violente de la part de la Convention, elle a été encore plus violente à l'automne 93 contre les fédéralistes jacobins, puisque là, c'était vraiment une atteinte à l'existence du gouvernement révolutionnaire. Donc, c'est assez complexe. Alors, la question, Du coup, je peux compléter oui, euh, par rapport à la situation aixoise et qui va tout à fait dans le sens de ce que dit Jacques. Et du coup, tes questions, Marc, ne sont pas du tout embrouillées. J'essaie justement dans le travail de thèse sur le chapitre consacré à la question, de mettre en évidence le fait que la Provence, sur cette question précise, semble être si j'ose dire, à l'initiative. À tel point que sur cette période-là, avant même l'éviction des Girondins de la Convention et du coup l'insurrection dite fédéraliste à proprement parler, tout l'arc méditerranéen est en feu. Ça amène les Jacobins marseillais et les antipolitiques d'Aix, parce que là, il y a énormément de choses que je n'ai pas traitées, mais à renouer les liens et à se réconcilier, début mai, le 7 en l'occurrence, et les antipolitiques, sur toute cette période du printemps, reçoivent de nombreuses alertes de leurs sociétés affiliées. Alors là, j'ai pris je voulais quelques continuer. notes. Oui. Pardon? J'avais des choses à dire encore quand tu m'as Ah, interrompu. pardon, Jacques, je croyais que tu avais fini. Ah non, 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 pas du tout. Ah, je te prie de m'excuser, vas-y, Non, reprends. parce que en fait, je voudrais faire intervenir un autre interlocuteur qui est Marcel Dorigny, malheureusement disparu. Et j'avais discuté longuement avec lui de ce problème. Et Marcel Dorigny, puis c'était au moment où on avait fait des séances de travail sur des congrès des sociétés populaires, qui étaient aussi bien des congrès girondins que des congrès de radicaux jacobins. Et on s'était posé la question de l'identification des dirigeants de ces congrès et du fait que ils n'étaient pas sans lien, que ce soit des modérés ou des radicaux. En fait, moi, je pense qu'il faut distinguer des strates. Bon, aussi bien du côté marseillais que du côté aixois, il y a des notables, que ce soit des notables sectionnaires ou des notables jacobins, c'est-à-dire des gens qui ont des positions fortes dans la ville, qui ont une notabilité au sens de l'Ancien Régime, et qui, certains penchent vers le modérantisme, d'autres vers la radicalité, mais ils peuvent avoir par moments des réactions un peu similaires. Et derrière ces notables, il existe toute une couche de correspondants, de commissaires. Tu as souvent parlé de mots de commissaires. Et d'ailleurs, il serait intéressant d'identifier ces commissaires. À chaque fois que tu as des commissaires, il faudrait faire des listes de noms, les identifier, voir et le rapport qu'ont ces commissaires avec le comité de surveillance et surtout le comité de correspondance, qui a un rôle fondamental dans les sociétés. Parce que c'est lui qui fait le lien, qui produit ce que les Parisiens reçoivent de nouvelles.
C'est-à-dire c'est par le comité de correspondance ce que les Parisiens perçoivent de ce qui se passe à Aix et à Marseille. Et je sais qu'à Marseille, il y a des enjeux considérables dans le comité de correspondance. C'est la bataille en permanence entre différentes catégories. Donc il y a ces notables, et puis on en avait parlé avec Marcel, il y a toute une catégorie d'individus qui apparemment ont des positions très différentes, parce qu'il y a certains congrès qui étaient foncièrement girondins et d'autres qui étaient foncièrement jacobins, mais qui en fait se connaissaient par un espace sur lequel je voudrais te poser, qui sont les assemblées électorales. Est-ce qu'il est question dans les procès-verbaux de la société des moments où se réunissent des assemblées électorales? Et est-ce qu'on peut identifier certains parmi tes commissaires, est-ce qu'il y a des gens qu'on peut identifier qui ont participé à ces assemblées électorales? Parce qu'à Marseille comme à Lyon, ces assemblées électorales perdurent dans des clubs centraux. Et des clubs centraux qui sont à l'écart. À Paris, des Cordeliers et des Jacobins. À Marseille, il y a des clubs centraux qui ont leur spécificité. C'est-à-dire que, par exemple, Isoard, quand il va à Paris, il ne va pas au Cordeliers, il ne va pas aux Jacobins, il va au club de l'évêché, c'est-à-dire au club central, parce qu'il a participé au 31 mai 93. Pareil pour les Lyonnais, etc. Ils ont leur espace. Et là, dans cet espace, il y a ce que Marcel m'avait dit, attention, les modérés et les Jacobins radicaux se connaissent et ils ont une certaine distance par rapport aux notables. Donc il faut introduire une troisième composante. Il n'y a pas que... Et ces gens-là, ces gens qui sont à la fois modérés et radicaux, ils sont très communalistes. Ils sont très, très, très communalistes. C'est-à-dire la souveraineté pour eux, c'est l'élection des communes, des juges de paix par le peuple. Hein. C'est la position de Lange, par exemple, à Lyon, qui a écrit des traités sur ce sujet, dont Remède à tout, qui sont vraiment, à tous les niveaux, il doit y avoir des nominations. Ce à quoi le gouvernement révolutionnaire va s'opposer régulièrement et exécuter la plupart des gens qui ont soutenu ces positions au moment des luttes de faction, de Mars et les hébertistes. Donc là, je regrette que Marcel ne soit pas là parce que petit à petit, on avait commencé à identifier à partir des noms. Donc, je pense que là aussi, c'est là où c'est vraiment très complexe ce que tu montres. C'est pour ça que moi, je pense qu'il serait intéressant, je pense que tu n'as pas le temps, c'est peut-être un peu trop tard, maintenant tu réduis ta tête, d'identifier les commissaires, ceux qui vont d'une section à l'autre, et même de les cartographier. Tu sais que maintenant, on fait de la cartographie numérique. Laura Talamante à Marseille a fait tout un travail autour des femmes. Il y a aussi un collège italien, des patrouilles de police. Donc, je serais curieux de savoir si on peut les identifier leurs noms, voir comment ils circulent et quelles sont leurs spécificités. Ben ça, c'était un peu l'idée de Marcel. On avait à la fois avec Marcel des oppositions de base fondamentales sur la conception du jacobinisme, mais il y avait cette idée. Et donc, c'est un peu, comme c'est très très complexe ce que tu as décrit, par exemple, est-ce qu'on a des mentions de circulation de commissaires venant d'ailleurs à l'intérieur de la société, par exemple des gens qui viendraient de Sisteron, des gens qui viendraient de Nice, des gens qui viendraient de Marseille? Est-ce qu'on peut identifier à un moment donné un tel arrive et intervient? Est-ce que ces gens ont un lien avec le comité de correspondance ou avec le comité de surveillance? Voilà, c'est un peu la question que je me pose. C'est une question, si tu veux, les hommes, quoi, les individus. Parce que c'est facile d'identifier les notables jacobins, que ce soit à Aix et les notables sectionnaires. C'est des gens qui ont pignon sur rue sur le plan social. Ils sont marchands, ils sont négociants, ou à Aix c'est plus compliqué, ils sont juristes. Enfin, voilà, c'est un peu ma question. Est-ce que cette question au-delà, alors bon, ce qui est très intéressant dans ton travail, c'est le vocabulaire. On voit bien comment les mots s'opposent. Bon, ça, c'est un autre problème. Je ne vais pas multiplier les questions. Mais c'est là-dessus que je voulais intervenir. Donc, il y a bien deux fédéralismes, il faut être clair. Ça, on était d'accord avec Marcel. Il y a un fédéralisme sectionnaire, qui est plutôt d'option girondine, et un fédéralisme jacobin, je ne dirais pas qu'il est d'option montagnarde, mais disons qui est proche d'un certain jacobinisme municipaliste radical. Ça, bien sûr, puis chronologiquement, ça correspond, même si les congrès des sociétés populaires commencent à démarrer très tôt. Et voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Jean-Baptiste? Voilà, c'est ça que je voulais dire avant que tu rebondisses.
Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Alors, du coup, il y a plusieurs questions. Donc, il y a d'abord la question de Marc. Euh, très rapidement, les antipolitiques, je disais, reçoivent un certain nombre de lettres, justement des comités de correspondance de leur société affiliée. Le 10 mai, par exemple, Montauban qui demande à la Convention nationale la suspension des sections, le 10 mai. Mhm. Les 8 et 11 mai, on a deux sections d'Aix qui, à l'inverse, effectivement, viennent demander l'adhésion à la société pour une constitution républicaine, mais ça démontre en parallèle leur autonomisation, et donc tout le réseau s'embrase. Et de manière assez précoce. Là, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'allusions au Grand Ouest, alors la Normandie euh, ou aux travaux, par exemple, de Christine Perrard. Parce que j'ai essayé pour des raisons de thèse à Lille de focaliser un peu plus la comparaison sur l'espace septentrional. Mais Christine Perrard, par exemple, elle relève un peu plus tardivement des mouvements de cet ordre-là, parfois initiés par le club de tendance girondine. Et sur les questions que tu viens de poser, Jacques, alors il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, aux antipolitiques, ce sont souvent les mêmes personnes qui obtiennent des commissions. Euh, Quand, par exemple, il s'agit de rédiger une adresse à la Convention ou à une autorité constituée, c'est généralement un notable, quelqu'un qui est issu disons, de la moyenne bourgeoisie, qui a un minimum d'instruction. Et le juge de paix Ferrand, par exemple, revient régulièrement dans les sources. C'est lui qui exhorte les clubistes à aller dans les assemblées sectionnaires qu'il déserterait. Et selon Claude Tacchetti, qui était l'étudiante de Michel Vauvel, qui avait travaillé sur les antipolitiques pour sa maîtrise en 69, il connaîtrait le latin. Ce qui semble corroborer dans le sens où, sur leur premier âge, les antipolitiques inscrivent pas mal de devises en latin. C'est plus difficile d'identifier des commissaires des autres sociétés, parce que quand des commissaires de sociétés affiliés ou non affiliés directement à eux viennent en séance, les antipolitiques précisent simplement l'orateur ou une D'accord. députation de telle commune vient. Mais on n'a pas forcément de nom. Euh, et ils vont par contre décrire avec beaucoup de précision les gestes qui sont échangés, le baiser de paix, l'accolade fraternelle. Une parenthèse d'ailleurs par rapport au vocabulaire, ça c'est grâce à ton travail que j'y prête une attention particulière, et parce qu'effectivement ça révèle beaucoup de choses, et notamment quand il y a des changements de rapport de force ou des revirements de situation. Et les commissaires antipolitiques qui sont envoyés à l'extérieur sont également souvent les mêmes. Et on retrouve dans ces commissions-là des gens, si j'ose dire, de tendances différentes. On va retrouver par exemple Réverdy, qui semble tenir une ligne radicale, ou Michel, qui lui est plutôt un modéré. Euh, et quand les antipolitiques, parce que là j'ai beaucoup insisté sur la confrontation avec les sections, mais dans le même temps, ils font front commun sur beaucoup d'autres choses. Les antipolitiques, par exemple, lèvent en février 93 une souscription pour, ça croise un peu le travail de thèse de Gauthier sur les dons patriotiques, une souscription pour frais de guerre, en l'occurrence, financer les bas et souliers pour les armées du Nord, souscription qui leur permet quand même, sur 3 mois, de récolter dans les sections plus de 18 000 livres. C'est conséquent. Et alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent à ce niveau-là? Et ça croise ta question, c'est qu'ils mettent deux commissaires par section, et on va avoir un anti-politique clairement identifié, avec un jeune clubiste, ou en tout cas un clubiste qui paraît moins connu dans les sources. Mhm. Donc ils ont ce fonctionnement très particulier sur les commissions, avec cette idée, j'ai l'impression, de passage de relais. Il faut qu'il y ait une figure canal historique du club, si je puis dire, avec quelqu'un qui est moins en vue.
On retrouve un petit peu la même chose avec le comité central des sections, le comité central des sociétés populaires, pardon, qui est souhaité par les Marseillais et sur lesquels tu as travaillé. Et alors là, c'est particulièrement intéressant dans la dynamique que tu as étudiée, c'est que les antipolitiques disent que ce comité central des sociétés populaires est provisoire et pas définitif. C'est leur décision en fait, hein. Ils Mhm. prennent pas forcément en compte ce que les Marseillais veulent, c'est eux estiment que ce Mais ça, comité c'est un débat permanent. est provisoire. Même à Marseille? Bah, c'est le problème, c'est l'habitude. Quand ils ont réuni les assemblées électorales un peu partout en France, Oui. normalement, elles ne devaient pas continuer. Une fois qu'elles avaient fait leur travail, bon, voter la Constitution à un moment, noter les députés, elles devaient disparaître. En fait, elles n'ont pas disparu. Hmm. Elles se sont Ben là, je pense qu'il y a beaucoup quelque chose de cet transformées en ordre-là, concentrés. c'est-à-dire que les Voilà. Marseillais Et sont donc, on leur aperçus. reproche. On leur dit, mais enfin, on vous a convoqué pour voter quelque chose. C'est votre droit au nom de la souveraineté. Mais pourquoi vous continuez à vous réunir? Bon, après, ça a été d'ailleurs l'affrontement frontal en Thermidor, beaucoup plus tard, sur cette question. Donc, oui, c'est ce que m'avait dit Marcel, et maintenant je me rends compte qu'il a raison. Ces gens-là perdurent. Ils se maintiennent à la fois dans les sections, dans les sociétés populaires, et ils créent même des clubs centraux qui eux-mêmes perdurent. Et ils ont un lieu à Paris, il y a le club de l'évêché. Le club de l'évêché, il continue, il continue, il continue. Et après, il va se retrouver jusqu'au bout avec le club du Panthéon, jusqu'au directoire. Donc, avec des gens très divers, c'est difficile de les identifier. Un mélange. Mais Marcel m'avait dit, mais tout le monde se mélange là. Aussi bien ton Isoard que mon Girondin. Ils se connaissent. L'Ange, à Lyon, c'est un pur Girondin. Isoard, il se dit jacobin. Dans son interrogatoire, il dit je suis un jacobin. Il le dit clairement. Donc, tout ce monde-là se mélange. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a cette espèce de. C'est comme dans des sédiments. Il y a des espèces de sédiments de cette couche qui est là, d'individus. C'est pour ça que je raisonne en termes d'individus, mais ce qui est intéressant dans ton faire, c'est aussi les gestes. Parce que si on ne peut pas identifier les individus, un sémioticien te dirait, mais c'est pas grave, vous avez les gestes. Faites une cartographie des gestes. Les dons, c'est un cas typique, mais là, il y en a beaucoup plus. Si vous reprenez tous les gestes, le fait de faire une sémiotique de la gestuelle des clubistes permettra de suppléer à l'absence des noms. C'est ce que dirait un sémioticien. C'est un signe, le geste est un signe, le nom est aussi un signe. Mais il n'y a pas d'inégalité entre les deux. Alors, tu parles de gestes, là c'est sûr qu'on rêve d'un travail sur la gestuelle de ces gens qui arrivent, dont on ne connaît pas le nom, qui font des gestes, dont Il y a les les dons, mais gestes, bien il y a les d'autres. défilés. Oui, pardon. Il y Oui. a les gestes, il y a les défilés, il y a, Oui, il y a là, les- il y a tout un matériau sémiotique. Là, il faudrait mettre un linguiste dessus après thèse. Ou, sauf si tu t'intéresses à cette ouverture interdisciplinaire. Mais il y a tout un matériel sémiotique qui est, surtout quand on a la totalité des procès-verbaux. Après, quand c'est dans la dispersion, c'est très difficile. Là, pour le coup, c'est vrai que les antipolitiques, j'ai du premier au dernier jour de la Ouais, mais ça, société. c'est extraordinaire du point de vue du corpus sémiotique. Tu as tous les gestes, tu as tous les signes, tu as tout. Alors, ce qui est intéressant justement par rapport à ça, c'est que le vocabulaire, malgré les changements de Mm. configuration de la société, jusqu'à Mm. l'automne 94, ne change que très peu. Ben Vraiment voilà, très, très peu. donc Et il y a- voilà. Il y a stabilité du vocabulaire, mais peut-être pas des gestes. Peut-être que justement, un sémioticien te dira, bon, le vocabulaire, c'est un truc de lexicologue, c'est très bien, vous faites un travail lexicologique, mais moi, je suis un sémioticien, ce qui m'intéresse, c'est les signes et comment ils s'articulent sur ce qu'ils appellent un imaginaire, des instances de médiation. Parce que pour eux, les signes sont des instances de médiation pour les sémioticiens. Donc, et eux, c'est le cas. C'est des gens qui arrivent, qui font des gestes. Donc, il y a un moment, peut-être un jour, quand tu auras, quand tu auras été recruté quelque part, que tu pourras faire des masters, etc., je euh, croise les doigts. ça sera intéressant de garder la source sous la main et Elle de avait faire une raison. étude parce qu'il n'y en a pas beaucoup on a quelques cas comme ça de société populaire. Raymond Est-ce qu'il y Bonnier a en avait d'autres publié. questions, chers amis? Voilà. Est-ce que quelqu'un Donc là, d'autre veut il y a un intervenir? avenir, quoi. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Gauthier, Alberto, Yannick, enfin, comme vous voulez. Yannick, vas-y. Oui.
Une question par rapport à ce que tu disais, Jean-Baptiste, au début de ta communication et qui est un fil rouge en fait de ton propos, c'est la notion de modérantisme. Et tu l'as placé relativement à ce que tu appelais une modération vis-à-vis de la déclaration des droits. Alors, je voulais savoir si c'est toi qui hum, pose sur les débats ce canevas, cette lecture. Est-ce que tu la trouves dans les textes et est-ce qu'il y a des définitions plus ou moins repérables ou des faisceaux d'expression qui permettraient de voir, ou de gestes, pour dire ce que dit Jacques, qui permettraient de voir ce qu'on appelle modérantisme, et de manière concomitante, est-ce que ce que tu disais à propos de l'abbé Rive, qui parle de la liberté comme un concept défini par l'égalité, est-ce que ce type de relation-là permettrait donc, et est-ce que c'est attesté dans l'archive, de voir ce qu'on appelle modérantisme? Et la question concomitante, c'est un peu long. La suite, c'est est-ce qu'on a un déplacement dans ton corpus de ce rapport à la notion de modérantisme? Parce que le concept bouge dans le temps. Et est-ce que tu peux le documenter? Oui, alors c'est évidemment d'abord une interprétation de ce que je perçois. Je confesse d'ailleurs avoir au préalable une approche plutôt empirique. Mais les sources sont tellement explicites et les mots dûment choisis que la chose est attestée. Alors ça se traduit d'abord par la radicalité revendiquée des antipolitiques. Alors évidemment, eux ne se disent pas radicaux. Mais par contre, dans la manière dont ils vont définir leur engagement révolutionnaire, ils vont parler, c'est assez classique, de la pureté et de la sincérité de leur patriotisme, qu'ils opposent quasi systématiquement à ceux qu'ils vont appeler des intrigants, des gens qui sont intéressés. Ils vont parler de ceux qui ont un langage entortillé et inintelligible pour amener les gens vers leur but. Et puis très vite, effectivement, ils sont accusés, parce que il y a ces espèces de d'aller-retour entre les antipolitiques et ceux qui le perçoivent, je pense à juste titre, comme des modérés, qui les accusent d'être, je cite, des patriotes exaltés, qui confondent leur caprice avec le patriotisme. Donc il y a des accusations comme ceci de part et d'autre. Et puis les antipolitiques eux-mêmes commencent à évoquer cette notion de motéantisme à l'été 1792, quand ils veulent mettre sur pied un bataillon, et ils disent un bataillon d'antipolitique, c'est-à-dire un bataillon fermé aux modérés. Et ce mot, comme ça, de modéré, revient régulièrement. Et qui est taxé de modéré, alors au début de leur vie de club, ça va être essentiellement les notables de la ville qui se sont réunis dans le club des Jacobins et à qui ils reprochent d'avoir une vision timorée en fait de la Révolution, puisque dès 1790, 1791, ils leur reprochent de vouloir arrêter le processus révolutionnaire et puis ils vont citer nommément quels Jacobins ils visent en expliquant que le club leur est interdit. Et ce qui est drôle, et ça croise avec ta question relativement à l'évolution de ces accusations, c'est que les Jacobins en question finissent par être absorbés par le club et intégrer le club, voire même à devenir eux-mêmes des antipolitiques. Et donc, sur la phase de cette émergence républicaine et de l'opposition aux sections, ceux qui vont être taxés d'être des modérés, ce sont, et c'est très clair dans leur adresse du 5 mai 93 aux sociétés populaires, ce sont pas ceux qui sont contre la République, ce sont ceux qui veulent limiter la République à un exercice marchand.
Ils ont tout un long développement dans lequel ils précisent, nous étions persuadés qu'après avoir vaincu la classe privilégiée des nobles, que le règne de l'égalité et la liberté arriverait, mais il y a une classe plus dangereuse qui arrive, c'est la classe des capitalistes qui ne veulent pas concéder un peu de leur richesse et de leurs moyens pour venir au secours de la patrie. Et donc, à ce moment-là, les choses se fondent sur la question économique. C'est accentué à partir du 21 septembre 1793, au moment de la réouverture du club, où le nouveau maire de la ville, d'ailleurs, Emmerich, donc, est membre du club, et où se joue toute la bataille pour le maximum. Et effectivement, on a toute une phase qui court jusqu'à quasiment l'été 94, où les antipolitiques reprochent à la municipalité de ne pas se donner les moyens de faire exécuter la loi sur le maximum. Ce qui est intéressant, c'est de relever que la municipalité leur renvoie l'idée que parmi eux, il y a des gens, des commerçants, qui ne respectent pas la loi. Donc, il y a cette espèce de jeu de miroir hein, qui s'opère. Et enfin, la dernière, comment dirais-je, le dernier moment de rupture, c'est à l'automne 94, c'est au moment de la dernière régénération de la société, où pour le coup, les dits modérés ont pris le pouvoir et ils s'attaquent à ceux qu'ils appellent des niveleurs, ceux qui étaient des hommes de sang, qui ont procédé à des taxations forcées. Enfin, à tel point qu'on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est un autre club. C'est-à-dire que j'ai la sensation que les antipolitiques ne sont pas fermés en mars 95 comme l'indiquent les procès-verbaux, mais à l'automne 94, au moment où d'un coup on parle de tous La ces gens fermeture des qui... Jacobins de Paris, Oui, voilà, exactement, exactement. à partir de novembre. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que le terme, il y a un autre terme, enfin, je ne sais pas s'il apparaît dans tes sources, mais il y a un autre terme qui rétrospectivement aujourd'hui nous paraît comme peu, peu défini socialement, mais qui à l'époque est très fort, c'est le terme de fripon. Non, il apparaît pas. J'ai dilapideur. Il parle de dilapideur. Ceux Parce qui que ont voulu. ouais, les fripons, c'est vraiment les profiteurs, quoi, en fait, tout simplement. Les agioteurs. Et par rapport à ça, alors, je continue sur un objet qui m'intéresse. Euh, est-ce qu'il y a des reproches qui sont faits sur un défaut de fraternité? Est-ce que le terme fraternité revient dans cette question en fait de l'économie? Parce que je discutais avec Cesare Vetter, qui est notre collègue à Trieste, italien, qui on réfléchissait à cette question de la fraternité et la tradition de l'usage de la lecture chez les historiens de la fraternité, elle est rarement associée à des questions économiques. Or, quand on regarde les représentants en mission, quand on regarde les travaux de Gross en particulier, on a quelque chose qui est ce qu'il appelle, hein, qui est de l'ordre Économie de fraternelle. l'économie fraternelle, hein, qu'on a chez Jean-Baptiste Beau ou chez d'autres types de représentants en mission, hein, qui mobilisent cette catégorie. Voilà. Et moi, en regardant, si on regardait un peu les archives, je me suis rendu compte que la catégorie de fraternité, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce que je disais sur la Bérive, c'est-à-dire le fait de mettre en œuvre concrètement le fait qu'on ait un droit égal à la liberté. Donc, est-ce que cette notion de fraternité est mobilisée fréquemment? Pas du tout, parce qu'on la retrouve hein, dans les différentes, dans l'archive, on la retrouve dans les différentes adresses d'assemblée, on la retrouve dans des pétitions. Je veux savoir si toi, tu la vois donc associée à cette question des fripons, des agioteurs, de ceux des capitalistes, de ceux qui spéculent contre le peuple, souvent quand le peuple se bat au front et que eux profitent à côté des fournitures aux armées pour s'enrichir. Et moi, j'ai retrouvé à plusieurs reprises comme ça une notion de fraternité qui nous renvoie donc à cette idée d'économie fraternelle, en fait. Oui, alors c'est
central et c'est même très concret. C'est-à-dire que D'accord. les antipolitiques ont tendance à fonctionner comme une confrérie. Ils ont des mécanismes de solidarité interne à l'usage, à destination avant tout de ceux qu'ils appellent des frères. Et en l'occurrence, jusqu'à l'automne 92, le terme de citoyen est absent aux antipolitiques pour définir un clubiste. Ils sont frères, ils sont les frères antipolitiques. Et donc, cette question de la fraternité, elle se manifeste par tous les mécanismes de solidarité. Euh, Concrètement, ça va être des levées de fonds ou des quêtes dans le sein de la société pour venir au secours, je cite, des pauvres de la société ou pour venir au secours d'un frère ou de la femme d'un frère qui se retrouve dans l'indigence. Ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui fréquentent la société. Les femmes finissent même par avoir une tribune avec une responsable des tribunes et elles sont qualifiées de sœurs. Elles ont même une carte de membre. Et donc, ces gestes de fraternité sont mis en place à destination des sœurs de la société. Alors, on peut pas vraiment dire qu'elles soient membres à part entière dans le sens où les séances ne semblent pas être mixtes. Les femmes ne délibèrent pas au milieu des hommes, mais il y a quand même un espace de délibération pour les femmes. Et puis, ça va également concerner, de manière générale, les pauvres de la cité. Donc, on va mettre en place des souscriptions pour venir en aide aux pauvres. Les antipolitiques mobilisent les sections pour essayer là aussi de faire fructifier leur caisse de bienfaisance. Et ils ont même en place ce que je perçois comme étant une institution, c'est un trésorier de bienfaisance. Et les antipolitiques ne mélangent jamais la trésorerie de bienfaisance avec la trésorerie commune du club. Et ce qui est donné par des citoyens non membres ou par des frères de la société pour cette caisse de bienfaisance est à usage unique de celle-ci. Et de fait, ils vont régulièrement monter au front, mais dès leur établissement, hein, sur cette question de l'agiotage, des spéculateurs. Il y a des opérations de force qui sont véritablement mises sur pied contre les boulangers, qui par exemple vendent des pains de qualité différente en fonction de s'ils ont été payés avec de l'argent monnaie, métal, ou avec des assignats. Et c'est dénoncé au tribunal de l'opinion comme étant des gestes inciviques. Ainsi et qui vont à rebours de la fraternité. Absolument. Alors, ils vont pas le formuler comme ça, mais par contre, c'est quelque chose qui est très clair dans le sens où, une fois encore, la question de la fraternité, du lien fraternel est récurrente. Et d'ailleurs, est dit frère aux antipolitiques, en fait, tout patriote, un clubiste, un volontaire qui se bat aux frontières. On va retrouver ça évidemment dans les discours de l'abbé Rive, qui lui, en plus, a une instruction et qui, dans une très longue, l'extrait que j'ai lu est tiré de sa lettre au commissaire du roi en 91, s'attarde justement sur cette thématique-là. Et pour eux, il y a vraiment dans ce refus de participer à l'effort de guerre ou de profiter en fait de la situation miséreuse pour s'enrichir, une rupture, une violation en fait de ce qu'on pourrait appeler le pacte révolutionnaire ou républicain. Il y a quelque chose, ils ont une fibre qui est fondamentalement sociale et pour eux, il n'y a pas de dichotomie entre l'engagement pour la défense aux frontières ou l'engagement pour les pauvres. De lutte contre le fanatisme religieux ou pour établir l'égalité et notamment en termes de régulation des prix. J'ai la sensation d'un club qui avance sur tous les fronts et qui établit une grande cohérence entre tout ça. D'ailleurs, à partir du moment où on rentre en République, on place le principe d'égalité avant celui de liberté. Et ils considèrent que l'année 1792 est l'an 1 de l'égalité. Justement parce qu'ils espèrent que cette République va amener la préoccupation réelle de ceux qui sont dans l'indigence et permettre à chacun de vivre dignement du fruit de son travail.
Voilà, et Moi, donc je voudrais poser une question. cette idée, c'est que ce que tu décris là, qu'on retrouve un peu partout, elle est bien cristallisée ou fixée dans la catégorie de fraternité, qui est en fait une catégorie pratique, qui n'est pas Absolument, simplement une utopie, comme on le dit souvent, une vision lointaine ou une argutie rhétorique, mais qui tout à fait, correspond à des pratiques extrêmement précises, et en absolument, particulier à des pratiques qui renvoient au champ de l'économie. tout à fait, Ok, absolument. d'accord. Excuse-moi, Jacques. Jacques, tu Moi, voulais. j'ai une question sur le corpus. Oui, Ça me paraît très important. C'est vraiment la question. Dès que ta thèse sera terminée, on va te poser la question. Alors, il y a les procès-verbaux, oui. c'est une chose. Mais est-ce que, tu as identifié les textes des membres des antipolitiques qui ont été publiés en brochures séparées? Est-ce que tu en as 5, 10, 20, 30, 40 selon les personnalités? Par exemple, Isoard à Marseille, quand il est en difficulté, il fait publier par la société sa vie politique. Pareil, on parle du mot fripon. Qu'est-ce qu'ils lisent comme presse? C'est sûr que une société qui est abonnée au Père Duchesne, d'Hébert, le mot fripon, c'est toutes les secondes. Tu vois. Donc, il y a des spécificités de corpus. Il y a des choses dans les procès-verbaux qu'on ne met pas pour des raisons linguistiques. Parce que le problème, si tu veux, c'est que les procès-verbaux peuvent être lus par un commissaire de la République, par un président de mission. Et puis, dans ces procès-verbaux, il y a des adresses. Ces adresses doivent aller jusqu'à la Convention. Et il y a des normes de langue. On ne peut pas parler n'importe comment quand on s'adresse à la Convention, même physiquement, quand on envoie une délégation. Donc, il y a tout un corpus qui peut être soit très lettré, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment de l'éducation, qui quasiment pourraient faire un texte en latin dans le corpus, puis des gens pas du tout lettrés, qui sont à la limite de l'illettrisme. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est que euh, j'imagine que dans ton travail, tu dois peu à peu identifier des textes séparés du procès verbal de tel ou tel individu qui te permet, ne serait-ce que dans ta bibliographie, de faire un corpus de ces textes et puis surtout d'identifier les journaux qui sont lus. J'imagine que ça, c'est identifiable. On sait ce qu'ils lisent comme journal. Alors absolument. Alors, il y a sur la question de l'identification, ça fait partie des éléments effectivement que je traite dans la thèse en termes de présentation du corpus. L'identification est en fait très compliquée dans le sens où il y a des bureaux avec 4 secrétaires, qu'au sein d'une même séance, on peut avoir 2 à 3 écritures différentes. Donc en fait, les secrétaires vont se repasser la plume, que ces secrétaires ne sont pas nécessairement lettrés, que nombre de ces sources sont enfin, sont très difficilement déchiffrables, avec des secrétaires qui maîtrisent à peine le français. Il est même question parfois d'écrire éventuellement en provençal, c'est-à-dire d'avoir des PV dans les 2 langues. Donc c'est très difficile d'identifier les secrets. Il est très facile d'identifier les présidents parce qu'ils sont nommés de façon très claire et j'arrive à identifier certains clubistes pour des actions précises. J'ai évoqué tout à l'heure Reverdy, par exemple. C'est quelqu'un qui tient une ligne d'un patriotisme très prononcé et qui, parce qu'il y a des actions très précises, effectivement, va être identifiable. Ceux qui, dans l'idée d'un secrétariat, peuvent s'identifier facilement, ce sont ceux qui, effectivement, vont écrire des lettres à des autorités constituées, notamment la Convention. Donc, on va retrouver Ferrand, Gibelin, des gens en fait qui sont issus de la notabilité aixoise. Ferrand, je crois d'ailleurs qu'il va avec Isoard à l'occasion de sa mission départementale. Donc, sur des éléments ponctuels, il est possible effectivement d'identifier certaines de ces personnes. Il y a les procès-verbaux de séance, effectivement. Il y a aussi ceux du comité de correspondance, puis ceux du comité de révision. Et le C'est comité de riche. correspondance a même une autonomie certaine par rapport à la société, parce qu'il a la possibilité à un moment ponctuel de nommer lui-même son bureau. D'accord. Alors, on retrouve souvent dans ce comité, j'essaie de dessiner un tableau en fait des gens qui monopolisent en fait
les Voilà, fonctions. ça c'est intéressant. Et la Donc, question de l'écriture, alors, comment? la question de l'écriture, quand tu es confronté, tu sais qu'il existe maintenant un courant historiographique qui travaille sur les pratiques d'écriture. C'est un champ historiographique avec des grands spécialistes. Il y a régulièrement des collègues, etc. Et parmi eux, c'est des gens qui sont paléographes, qui font de la paléographie, qui enseignent la paléographie aux étudiants. Donc ces gens-là, tu crois que tu ne peux pas lire ton manuscrit, mais tu leur mets sous le nez, ils te le lisent. Hein. Donc, si tu as à un moment des difficultés particulière de lisibilité, il ne faut pas hésiter à faire appel à un spécialiste des pratiques d'écriture qui a une formation paléographique. Ou si tu as ton environnement doctoral, des gens qui ont une formation paléographique, ils connaissent très bien. Quand, par exemple, il y a deux mots en un mot, enfin des choses comme ça, c'est très classique à cette époque. D'autant plus que, manifestement, certains de tes rédacteurs sont à la limite de l'illettrisme. Oui, Donc, mais il est même question parfois des frères qui ne savent pas lire, ou de voilà, ceux c'est ce qu'on pour appelle lesquels on va l'illettrisme. signer. Parce qu'il y a vraiment une sociologie très populaire. Ça évolue en décembre 92 quand, en fait, ils absorbent le club jacobin et ça crée forcément une désunion plus marquée qu'auparavant au sein du club. Mais j'ai une vraie, un vrai travail de, de questionnement autour justement de cette question de la mobilisation des fonctions exécutives de secrétariat. À un moment, on retire même à deux clubistes une commission au motif, je cite de mémoire, que les deux frères ne savent pas écrire. Euh, donc, euh, donc c'est quelque chose qui est central, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué à identifier, c'est même très souvent compliqué à identifier, d'autant qu'ils ne nomment pas systématiquement les commissaires. Ça arrive la plupart du temps, hein, mais ce n'est pas toujours systématique. Et puis beaucoup de ces clubistes restent quand même des anonymes, c'est-à-dire qu'ils ont une identité parce que publique, parce qu'ils sont dans le club et donc on les connaît dans les procès-verbaux. Mais c'est compliqué pour la plupart d'entre eux. Il y a des maçons, par exemple, il y a des boulangers, de trouver des éléments biographiques les concernant. L'abbé Rive, si, évidemment, c'est très facile, d'autant il y a un ouvrage contre-révolutionnaire qui est sorti récemment, qui est une biographie le concernant, où il est décrit, je cite, c'est un universitaire qui écrit ce vieillard grabataire. Donc la messe est dite, si je puis dire. Et il y a des éléments de sources qui vont être effectivement liés euh, au, au scellé de justice. Alors, il y a tellement de documents que je ne peux pas tout fouiller, mais par contre, qui sont intéressants pour prendre la mesure de l'absence d'instruction au sein de ce club. Quand on lit des scellés ou les rapports municipaux sur les événements auxquels les antipolitiques ont pu participer et la façon dont les antipolitiques en rendent compte, on ne peut que prendre la mesure du fait qu'on est face à des gens qui majoritairement n'ont pas bénéficié d'instruction. Et pour autant, ils arrivent quand même à conceptualiser des principes politiques et à avoir une pensée qui est très concrète, en fait, qui est très marquée dans le quotidien. Voilà, les prix du pain, la menace contre-révolutionnaire, les réfractaires, le fanatisme. Ah oui, et la presse, je savais que j'avais oublié quelque chose. Même au plus fort de l'opposition entre Girondins et Montagnards, le journaliste le plus lu et le plus apprécié est Carat. Donc, ils lisent beaucoup Carat. Il y a beaucoup d'allusions à Carat, Mercier. Et puis, en 1793, il est fait deux, trois fois allusion au père Duchesne. Mais je pense qu'il est lu beaucoup plus quotidiennement parce ils sont clairement à ce moment-là dans une ligne hébertiste. Ils sont passés à une ligne farouchement anti-religieuse, en fait. Et je pense que même si le père Duchesne n'est mentionné que quelques fois, c'est un des journaux les plus lus. La plupart du temps, il est écrit de manière très générique. La séance est ouverte par la lecture du procès-verbal de la veille, puis des papiers publics et des journaux. Euh, mais sans forcément les citer. Le journal de Marseille revient de temps à autre. Mais là encore, je pense qu'il est lu beaucoup plus. Ils sont abonnés via Moïse Bail
qu'ils reconnaissent pour membre au bulletin de la Convention nationale, qu'ils reçoivent de fait tous les jours. Et des gens comme Gorsas, ils sont lus? Non, ils n'y font pas allusion. Les seuls qui sont cités nommément, c'est Car, vraiment Mercier, c'est d'ailleurs étonnant, Cara, c'est celui qui revient le plus, et Hébert. d'accord. Caras, c'est une diffusion immense en Ouais, France. C'était un ouais. succès extraordinaire, Caras, pour des raisons multiples. On le qualifie politiquement au mauvais. On n'est pas très gentil quand on le qualifie politiquement, mais en tant que journaliste, son succès est immense. Ouais. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Elcide qui lève la main. J'ai pas vu. Alcide, vas-y. Oui, si je peux me permettre. Euh, j'ai été beaucoup impressionné, moi, par le premier quart d'heure de la présentation, pour ce qui concernait les débats et les oppositions entre les sections et les clubs des antipolitiques, si j'ai bien compris. Euh, et tout tourne autour d'un débat très fort, quoi, de savoir quand on se réunit et comment, quand on se réunit, on peut empêcher les autres de se réunir. Est-ce que c'est la conclusion que vous trouvez? Et je trouve que ce débat-là, qui est une sorte de forme d'apprentissage de la démocratie, est-ce que d'une manière plus explicite, les antipolitiques ne reconnaissent pas les sections comme représentantes finalement de la population? Merci beaucoup pour votre question. Alors effectivement, dans la façon dont ils vont essayer de réguler les assemblées sectionnaires, se joue un véritable rapport de force. Et ils comprennent très vite qu'en ayant demandé la permanence, en fait, les sections concurrencent le club et que potentiellement, on a une partie de la population qui ne fréquente plus ou qui fréquente moins les séances du club et qui va davantage dans les assemblées sectionnaires. Probablement aussi pour davantage les contrôler parce qu'il apparaît assez clairement que ces sections sont très tôt investies par ceux qu'ils appellent des modérés. Et paradoxalement, se joue la problématique de la fréquentation des séances antipolitiques. C'est-à-dire que leur problème majeur pour délibérer, c'est, je cite, la séance n'a pas été assez nombreuse. Donc, ils relèvent un absentéisme régulier au sein de leur séance. Ça s'explique, de mon point de vue, surtout parce que ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui travaillent la terre, ce sont des artisans, et qu'ils ont fait le choix à l'aube de l'été 92, dans le contexte de la guerre, de la quotidienneté des sciences. Et qu'évidemment, on ne peut pas être cultivateur, labourer les champs et être en même temps tous les jours aux antipolitiques, d'autant que parfois, ils ont deux séances journalières, une le matin, une le soir. Donc effectivement, ça pose souci. Et votre deuxième question, pardon, c'était... Portait sur finalement une sorte de conscience de la part des antipolitiques sur sur les sections comme représentantes de la population et des intérêts de la population, Alors je pense qu'ils le leur dénient complètement. par légitimité de délégation, d'une certaine manière. Je pense que pour eux, ils les voient véritablement comme une menace parce ils ont la sensation qu'ils vont être phagocytés par eux et qu'ils dénient, à partir de fin avril, début mai 93, quand ils comprennent ce qui est en train de se jouer, ils leur dénient complètement ce rôle de représentants du peuple parce qu'ils estiment eux-mêmes représenter le peuple. D'ailleurs, à un moment, ils disent explicitement que toute la ville d'Aix a pris la décision d'eux. En fait, c'est toute la ville d'Aix, c'est-à-dire les anti-politiques. Euh, On et voit, donc, il y a plusieurs... je me permets Oui, d'intervenir, Jean-Baptiste. Ça renvoie oui. aussi au contresens historiographique, notamment de Soboul et, et d'autres, qui ont présenté l'interdiction de la permanence des sections, un peu plus tard, bien sûr, pas à cette époque-là, mais un peu plus tard, l'interdiction de la permanence des sections comme quelque chose d'antidémocratique. Alors que, au contraire, de toute évidence, l'interdiction de la permanence des sections, notamment à Paris,
c'est quelque chose qui est conçu pour faciliter la participation populaire et pas Absolument. pour l'empêcher. Et là, il y a un contresens historiographique sur l'idée que le gouvernement révolutionnaire aurait cherché à empêcher l'expression démocratique dans les sections en interdisant la permanence. Ah, Même absolument, je partage tout à fait ton analyse. Et alors, c'est intéressant, cette allusion au gouvernement révolutionnaire, parce qu'il se présente véritablement comme une forme, alors je ne sais pas forcément de relais, mais en tout cas d'avant-pointe. Ça croise un petit peu le travail de Jacques. Les antipolitiques ont une sainte horreur de ce qui peut s'apparenter à une forme de centralisation du pouvoir exécutif, évidemment. mais à tel point que c'est élargi à la question de Marseille. Leur crainte principale avec le comité central des sociétés populaires, c'est que Marseille absorbe en fait la centralisation du pouvoir localement de la Provence. D'ailleurs, ils limitent les pouvoirs de leurs propres commissaires. Les commissaires envoyés au comité central des sociétés populaires n'ont pas le droit de prendre de décision avant que la société elle-même ait délibéré dessus. D'où la question du fédéralisme. Absolument. Dernière analyse, le fédéralisme, c'est pas, comme le croit Anne de Mathan, une insulte, mais c'est bien la monopolisation du pouvoir exécutif et par ailleurs souvent du pouvoir législatif par une fraction euh, du, par une fraction de la population. Tout à fait. Et d'autant qu'ils n'hésitent pas à s'appuyer, quand ils en ont besoin, Ouais. sur les commissaires. Ils ont des échanges nombreux avec Meignet au moment où il est représentant en mission dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. Et ils vont le solliciter à plusieurs reprises pour qu'il contraigne la municipalité à appliquer à l'exécution de la loi sur le maximum. Mm. Mm. Bien, chers amis, on approche de la fin de la séance. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Non, moi, je voulais juste dire à ah, Marc que ce que vas-y. tu dis, c'est pas si simple. D'accord. Voilà. C'est question du fédéralisme. On pourra faire une séance si tu veux, parce Ah, qu'il y a de bah oui. nouveaux travaux. Ouais. Mais c'est assez compliqué, cette Oui, question. bien sûr. Il faut bien comprendre d'abord ce que c'est que la nature du gouvernement révolutionnaire, et ça, Françoise Brunel, qui est en vidéo avec nous, le sait, pour Ouais. comprendre ce que c'est que le fédéralisme. Tant que tu n'as pas compris clairement ce que c'est que la nature du gouvernement révolutionnaire, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le fédéralisme. Il y a un lien très étroit entre les deux notions. Bon, on ne va pas refaire. Voilà, je voulais juste dire que tu as eu raison de poser la question, mais là, on entre encore dans quelque chose de plus compliqué.